Les montres de luxe font rêver, mais avec le temps, certains mythes se sont installés et persistent. Mais aujourd'hui, on va mettre fin à toutes ces légendes. Bonjour et bienvenue à tous sur Horlo & Co. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va entre guillemets débunk certains mythes autour de l'horlogerie. Alors posez-vous tranquillement et préparez-vous à en apprendre un petit peu plus sur cet univers incroyable qu'est l'horlogerie. Le premier mythe, c'est plus il y a de rubis dans votre montre, meilleur est le mouvement. Sur beaucoup de montres, sur le fond de boîte, sur le mouvement ou même sur le cadran, il est indiqué le nombre de rubis. C'est très souvent mis en avant par les marques de montres. Mais avant de débattre sur le nombre de rubis, parlons d'abord de pourquoi ils sont là, à quoi ils servent, quel est leur rôle. Et pour les plus innocents d'entre vous, les rubis sur une montre, c'est cette petite pierre rose-violette que l'on peut voir sur cette photo. Il faut savoir que les rubis ont un rôle très important dans la durabilité de votre montre. S'il n'y avait pas de rubis, il y aurait donc des frottements métal contre métal qui, à force, endommageraient le fonctionnement de votre montre. Les rubis sont fixés sur les pivots des axes du balancier et des rouages. En d'autres termes, là où les zones de friction sont les plus importantes. Mais là, vous pouvez me dire, ouais, mais il y a de la lubrification dans une montre, il y a de l'huile. Pourquoi ça ne suffit pas? Enfin, est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi on a dû rajouter des rubis? Alors évidemment, l'huile de lubrification est un élément vital dans le fonctionnement de votre montre. Mais cette huile se consume progressivement avec le temps. Et cette dégradation de l'huile entraîne une augmentation de friction sur les pivots et les coussins, ce qui va accélérer l'usure des composants métalliques. C'est au XVIe siècle que les horlogers ont introduit l'utilisation de rubis dans la confection de mouvements de montres. Les rubis se sont avérés être des éléments extrêmement résistant, ce qui permet à la montre d'avoir une durée de vie prolongée et de pouvoir donc passer des montres de génération en génération. De plus, les rubis ont une autre fonction très importante. Ils sont conçus de manière à retenir, à garder l'huile de lubrification, ce qui garantit donc une lubrification constante et ce pendant plusieurs années. Alors il fut un temps où les rubis pouvaient être un indicateur sur la montre, mais de nos jours, la plupart d'entre eux, si ce n'est tous, sont fabriqués synthétiquement. Donc un mouvement comportant plus de rubis de nos jours ne veut pas forcément dire que c'est un mouvement plus prestigieux. Dans le temps, ça pouvait l'être car on utilisait de vrais rubis, donc de la vraie pierre naturelle pour la construction des mouvements, grâce à certaines propriétés du rubis, dont la dureté qui est vraiment élevée. De nos jours, on peut créer de façon synthétique du rubis en utilisant l'oxyde d'aluminium et l'oxyde de chrome à travers un processus appelé stoichiométrie, ce qui est bien évidemment moins cher que les pierres naturelles. On utilise notamment beaucoup le saphir dans l'horlogerie pour tout ce qui est création de verre, donc ce qui protège le cadran à travers lequel on regarde pour lire l'heure tout simplement, car le saphir a des propriétés incolores et qu'on soit bien d'accord, si on utilisait le rubis pour faire des verres de montre, ça ne serait pas très pratique de lire l'heure à travers quelque chose qui est assez rosé. En tout cas, le nombre de rubis d'une montre n'est pas forcément un indicateur concernant la qualité de celle-ci, mais ils sont indispensables au bon fonctionnement et à la durabilité du mouvement, et on va pas se mentir, c'est aussi très joli, ça rapporte un contraste dans le mouvement tout simplement. Le fait de mentionner le nombre de rubis que comporte notre montre n'est pas nouveau. Ici, j'ai une montre de 1877 et on voit bien qu'à l'arrière, il y a déjà écrit 15 rubis. Le deuxième mythe que l'on va aborder est très important. C'est très important si vous souhaitez garder votre montre plus longtemps et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et ce mythe est tout simplement le fait que vous pouvez plonger jusqu'à 30 mètres avec une montre étanche jusqu'à 30 mètres. Ce que je vais dire là est tout à fait valable pour toutes les autres indications d'étanchéité, 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres, etc. Je me devais de parler de ça car j'ai vu pas mal de personnes acheter une montre qui notifie être étanche et donc ils se disent ok, ma montre est étanche, je n'ai pas besoin de faire attention à la mettre dans l'eau, à la mettre sous l'eau, aller me baigner avec, je sais pas, faire de la natation avec. Alors que pour un grand nombre de montres, c'est pas du tout le cas. On peut pas vraiment aller nager avec, même s'il y a écrit étanche jusqu'à 30 mètres. En plus de ça, récemment, mon grand frère est parti en vacances, donc hôtel, piscine, vous connaissez. Sauf qu'on peut ne pas forcément avoir confiance de laisser sa montre dans la chambre d'hôtel lorsqu'on va se baigner. On ne sait jamais, on a déjà entendu plusieurs histoires sur des agents d'entretien qui voleraient les clients d'hôtel lorsqu'ils font le ménage tout simplement. Et sincèrement, je pense que personne n'a envie de se faire voler sa montre. Donc soit, je comprends. Mon grand frère me disait qu'il gardait donc la montre tout le temps avec lui,
même pour aller se baigner. Et comme sur la montre, il était écrit étant jusqu'à 30 mètres ou 50 mètres, je ne sais plus exactement, bah, il s'est dit ok, bah nickel, je peux aller me baigner avec. Je vais pas, la piscine, elle fait pas 30 mètres de profondeur ni 50 mètres de profondeur, donc je peux aller me baigner tranquillement sans avoir peur d'abîmer ma montre. Ce qui paraît être un raisonnement totalement logique, ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Et malheur, au bout de quelques jours, je sais plus exactement, et ben, il m'envoie une photo avec des petites gouttelettes d'humidité qui commençaient à s'accumuler sur le dessous du verre. C'est-à-dire que la montre était en train de prendre l'eau. Et il m'a dit, bah je comprends pas, sur la montre il y a écrit étant jusqu'à 30 mètres, mais je me suis pas baigné à 30 mètres de profondeur, quoi. J'ai juste été nager dans une piscine. Alors pourquoi il y a écrit 30 mètres, sauf que ça ne résiste pas jusqu'à 30 mètres? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que les tests d'étanchéité sont faits en laboratoire dans une configuration assez spécifique. On va mesurer l'étanchéité de votre montre, donc dans une sorte de bocal, où on fait augmenter la pression, la montre ne bouge pas, elle est posée. Juste petit détail, là je vais parler en barres, donc 3 barres est égal à 30 mètres, 5 barres est égal à 50 mètres. Donc en laboratoire, on va vérifier que votre montre résiste bien jusqu'à 3 barres de pression si c'est une montre étant jusqu'à 30 mètres. Mais 3 barres de pression dans cette configuration, on va dire, dans cette configuration en laboratoire, ne va pas être équivalent à 3 barres lorsqu'on se baigne dans une piscine. Parce que dans cette configuration en laboratoire, la montre, comme sur les photos que je vous affiche actuellement, est dans une sorte de bocal, elle ne bouge pas, alors que quand vous êtes à la piscine et que vous portez votre montre au poignet, vous allez faire ne serait-ce qu'une brasse, vous allez bouger de l'eau, l'eau va appuyer sur votre montre, et les 3 barres de pression sont facilement atteignables si vous bougez beaucoup les bras par exemple, je sais pas, vous nagez très fort, et ben l'impact de l'eau sur votre montre va être assez conséquent. Donc sans rentrer dans des formules de physique, lorsque les tests sont faits, l'eau ne bouge pas, il n'y a pas de vague, il n'y a rien qui va venir faire bouger l'eau. La montre est posée, elle ne bouge pas, personne ne la porte, elle est dedans et on augmente la pression d'air tout simplement qui va appuyer donc sur la montre jusqu'à 3 bars si la montre est étanche jusqu'à 30 mètres, ça vous l'avez compris. Donc logiquement sur le papier votre montre va résister jusqu'à 30 mètres de profondeur, car 30 mètres est équivalent à 3 barres de pression. Mais ça, c'est exact que lorsque vous laissez tomber votre montre, par exemple, dans la piscine. Là, ok, normalement, elle est censée résister. Mais si vous portez votre montre, vous faites des activités avec, les projections d'eau ou le flux d'eau sur votre montre peut facilement augmenter à plus de 3 barres de pression et votre montre n'est simplement pas faite pour ça. Donc l'eau va commencer à s'infiltrer à l'intérieur de votre boîtier. Donc voilà, faites très attention à ça. Si vous comptez acheter une montre et que c'est important pour vous de pouvoir la porter en nageant par exemple, et ben dirigez-vous plus sur des hauts niveaux d'étanchéité plutôt que 30 mètres, 50 mètres. Ça ne sera pas suffisant pour la baignade. On va dire que cette étanchéité, elle va servir, je sais pas, vous pouvez faire la vaisselle avec, bon, même si je vous conseille pas, mais vous pouvez faire la vaisselle avec, ou s'il pleut, vous n'avez pas de souci que votre montre prenne l'eau. Mais de là à se baigner avec, il faudra une montre avec une étanchéité plus grande. Et je le rappelle, tant qu'on est dans le thème de la baignade, surtout ne vous baignez pas avec un bracelet cuir, il n'aime pas du tout, ça va le détériorer et l'abîmer, donc se baigner avec du cuir, on évite. Le troisième mythe, c'est tout simplement de penser que les verres saphirs sont indestructibles. Puisqu'on a parlé de verres saphirs juste avant, il est important de revenir sur ce point. Les verres saphirs sont certes très résistants, mais ils ne sont pas incassables. Sur les fiches techniques, on voit très souvent verre saphir résistant aux rayures. Oui, c'est vrai, il résiste très bien aux rayures, mais ça ne veut pas dire qu'il résiste forcément au choc. Donc oui, vous pouvez abîmer ou encore casser un verre saphir. Si cette vidéo vous plaît, en tout cas jusqu'ici, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à prospérer. On passe tout de suite au quatrième mythe qui est les mouvements maison sont mieux. Les mouvements maison sont des mouvements élaborés, fabriqués par la marque qui va commercialiser la montre. Donc si par exemple vous allez chez Seiko, dans votre montre il y aura un mouvement Seiko, c'est donc un mouvement maison. Ensuite il y a d'autres marques qui vont prendre des mouvements de célèbres marques de mouvements telles que ETA, Sellita ou encore Soprod et les mettre à leur sauce, on peut dire ça comme ça, pour ensuite les mettre dans leur montre et ensuite commercialiser la montre. Donc si par exemple vous allez voir la fiche technique d'une certaine montre sur internet, il est courant d'avoir écrit tel et tel mouvement, donc le nom d'un mouvement d'une marque, basé sur un mouvement
Là, vous pouvez avoir du coup du Soprod, du Sellita, de l'ETA. En tout cas, c'est un mouvement qui a été peut-être remis au nom de la marque, mais qui se base sur un mouvement générique, entre guillemets, d'une autre grande marque de fabrication de mouvements. Bon, ça, c'est le cas où les maisons, les marques sont transparentes là-dessus, mais il y a certaines marques qui vont faire ça, qui vont tout simplement acheter des mouvements dans une grande fabrique de mouvements, Soprod, Sellita, ETA, tout ça. Sauf qu'ils vont vendre leurs mouvements comme étant des mouvements maison. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas indiquer que leur mouvement est basé sur un mouvement générique. Et ça, c'est un problème, un côté un petit peu plus sombre, car il y a certaines marques qui vont vendre des montres super chères. On va pas citer de nom ici, peut-être dans une autre vidéo. On verra bien si c'est un sujet qui vous intéresse. Bref, ils vont vendre des montres super chères avec des mouvements qui ne sont pas si chers que ça et qu'on va pouvoir retrouver dans des montres à moitié prix par exemple. Enfin voilà, vous avez donc des mouvements maison, donc créés en interne de A à Z par la marque qui va commercialiser la montre. Ensuite, vous avez des mouvements qui ne sont pas des mouvements maison, mais qui partent de mouvements génériques, donc de grandes marques de production de mouvements, qui vont soit les modifier, rajouter peut-être une complication, rajouter 2-3 choses, rajouter leur nom, et ensuite vendre des montres avec un mouvement générique, mais un petit peu revisité par la marque. Ou vous avez des marques qui prennent tout simplement des mouvements génériques, qui les mettent tels quels dans leur montre et qui vont ensuite commercialiser la montre. Et c'est d'ailleurs une pratique très courante. Il me semble même, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais que Rolex n'a pas commencé l'horlogerie avec ses propres mouvements, mais avec des mouvements Zénith. Bon, maintenant, pourquoi les mouvements maison ne sont pas forcément mieux? Eh bien, on est d'accord, un mouvement maison, c'est toujours sympa. Ça nous informe un petit peu sur la capacité de la marque dans l'horlogerie. Et personnellement, je trouve ça un petit peu plus prestigieux. Si on achète une montre très chère d'une grande marque, on aimerait bien quand même qu'il y ait un mouvement différent d'une montre qui coûte la moitié du prix. Mais au-delà de toutes ces questions de prestige, de nom de marque, de reconnaissance, eh bien il y a la fiabilité, il y a la qualité du mouvement tout simplement qui rentre en jeu avant ça. Et je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il est plus important d'avoir un mouvement fiable plutôt qu'un mouvement maison. Et c'est bel et bien le cas pour un grand nombre de mouvements. Des mouvements qui sont produits à la chaîne vont être bien plus robustes, bien plus fiables que des mouvements maison. Et c'est totalement normal. Enfin, si on prend l'exemple en parallèle à l'automobile, admettons, demain, vous posez dans votre garage, vous dites « Ok, j'ai envie de me construire une Lamborghini ou même une Clio », et bien forcément, votre Lamborghini ou votre Clio sera moins fiable que chez Lamborghini ou chez Renault, car il y a toute une expérience qui rentre en jeu, des feedbacks, des ingénieurs, des chaînes de production, donc c'est totalement normal de ne pas arriver à la même qualité que quelqu'un qui a de l'expérience. Puis il faut aussi savoir réaliser que quelqu'un sait mieux faire le travail que nous et travailler avec pour pouvoir proposer la meilleure qualité possible à son client. Si on regarde des mouvements tels que des mouvements ETA ou Sellita qui sont présents dans un grand nombre de montres de luxe. Par exemple, ils sont équipés, il me semble, dans Breitling, Oris et plein d'autres. Eh bien, ces mouvements ont fait leurs preuves. Plus rien à prouver. Et en plus de ça, si vous voulez aller faire réparer votre montre ou l'entretenir, ça sera beaucoup plus simple parce que les pièces sont plus faciles à trouver vu que c'est un mouvement énormément produit. Et en plus de ça, les personnes qualifiées pour travailler sur ce mouvement sont plus courantes aussi. Alors si par exemple vous avez acheté votre montre à, je sais pas, Michel, 35 ans, au fin fond de la Bretagne qui fait ses propres mouvements et ses propres montres, eh bien bonne chance pour faire réparer votre montre en Suisse par un horloger qui ne connaît rien du tout de ce mouvement. Bon, il peut s'en sortir, ça c'est sûr, un horloger qualifié il s'en sortira, mais pour trouver les pièces, comprendre comment la personne l'a construit, trouver des plans, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc en choisissant un mouvement générique, vous aurez beaucoup plus de facilité déjà de production et ensuite d'entretien. Donc dans certains cas, attention je dis bien dans certains cas, un mouvement maison sera moins fiable et plus difficile à entretenir qu'un mouvement entre guillemets à la chaîne que l'on retrouve dans un grand nombre de montres. Bon, qu'on soit bien d'accord, à partir d'un certain prix, c'est quand même préférable d'incorporer des mouvements maison dans les montres. Car c'est comme acheter une Ferrari avec un moteur de Renault. Enfin, je pense qu'on n'a pas envie de payer le prix fort d'une Ferrari si il y a un moteur de Renault dedans. Et ben, je pense que c'est pareil pour une belle montre. Le cinquième mythe est qu'une fausse montre est facile à détecter. Alors oui, à l'effervescence des fausses montres, c'était plus simple de détecter que c'était tout simplement une contrefaçon. Mais de nos jours, c'est devenu
extrêmement difficile. Je vous donne un exemple. Hier soir, j'étais au téléphone avec un grand collectionneur de montres qui avait tout simplement entre ses mains une réplique d'une marque très connue, d'un modèle très connu, très rare, très convoité, mais qui était totalement indétectable, que c'était une réplique. C'était vraiment super bien fait, à tel point que lorsqu'ils ont été comparés la fausse à la vraie, le propriétaire de la vraie montre a dit « Attends, je mets une étiquette sur ma montre car faudrait pas mélanger les deux, faudrait pas interchanger les deux car à première vue comme ça, sans comparer les numéros de série, rien, juste à l'œil, c'était quasiment indétectable de savoir laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. » Mais là, je vous parle de vrais professionnels, de vrais collectionneurs qui ont l'habitude d'avoir des modèles mythiques entre les mains. Tout ça pour que vous compreniez que même des personnes avec ce niveau de connaissance en horlogerie ont du mal à détecter des contrefaçons lorsqu'elles sont très bien faites. Attention, ici je parle de contrefaçons à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros. Donc autant vous dire qu'il est extrêmement difficile de déceler une contrefaçon extrêmement bien faite, surtout si vous n'avez pas la possibilité de la comparer avec un modèle original. Et je pense qu'il faut quand même une certaine expertise, une certaine expérience pour arriver à déceler une fausse montre d'une vraie montre assez rapidement. Donc soyez extrêmement attentifs lorsque vous achetez une montre. Une contrefaçon peut être extrêmement bien faite, donc je vous conseille de faire appel à des experts pour être sûr que vous achetez une montre authentique. Le sixième mythe est de penser qu'une montre Swiss made veut dire que la montre est 100% Swiss made. La notation Swiss made est pour beaucoup un gage de qualité, mais ça ne veut pas dire que votre montre est fabriquée 100% en Suisse. D'après la loi suisse, une montre est considérée comme Swiss made si le développement technique est réalisé en Suisse, le mouvement est suisse. L'emboîtage, donc le fait de mettre le mouvement dans le boîtier de la montre, doit être fait en Suisse. Le contrôle final de la montre doit aussi être effectué en Suisse. Et en global, une montre, pour avoir le droit d'estampiller Swiss made, doit satisfaire à au moins 60% de valeur suisse. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas parce qu'il y a écrit Swiss made sur votre montre que c'est une montre 100% suisse. Et voilà pour 6 mythes autour des montres de luxe. J'espère, comme d'habitude, vous avoir appris des choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des mythes que vous connaissez autour de l'horlogerie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, vous commencez à connaître. Moi je vous dis à dimanche prochain à 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.